Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de Natexpo, qui va être orienté autour des sujets de l'économie circulaire, du vrac, du zéro déchet, qui sont des sujets éminemment importants. Donc, je laisserai la parole très rapidement à nos intervenants et à Catherine, qui va animer cette séance. Donc, je suis Valérie Lemans de Space Organisation. En deux mots, Space est une société spécialisée dans l'organisation de salons professionnels et grand public articulés autour des sujets du bio, du naturel et du bien-être. Nous organisons pour le compte de Natex Bio le salon Natexpo depuis 2013. Donc, Natexpo qui est un salon professionnel réunissant des acteurs de la filière autour des sujets de l'alimentation, de l'ingrédient, de la cosmétique, des compléments alimentaires, des services et des équipements pour les marques, etc., etc. Donc, c'est un salon qui couvre toute la filière et qui permet à l'ensemble des acteurs, offres et demandes, de se réunir autour de sujets extrêmement significatifs et importants. Donc, l'économie circulaire, le zéro déchet et le zéro gâchis, ce sont des sujets qui sont prégnants pour Natexpo, évidemment, puisque c'est totalement dans l'ADN du salon, puisque c'est dans l'ADN de la filière de la bio. Donc, nous avons en 2018 lancé une première offre uniquement sur ce sujet-là à travers un espace qui s'appelle le Lab, qui accueille des startups, des jeunes entreprises de l'économie circulaire proposant des solutions et des produits accompagnant l'ensemble des acteurs de la filière de l'amont jusqu'à l'aval sur ces thématiques-là. Et nous avons pris la décision, puisque c'est un sujet qui est de plus en plus sous les spotlights, de formaliser cette offre sur Natexpo 2021, qui aura lieu du 24 au 26 octobre, en créant et en agrégeant toutes ces entreprises au sein d'un espace qui s'appelle développement durable, donc économie circulaire et éco-services, éco-produits, où nous allons trouver toutes ces offres, tous ces produits et toutes les sociétés qui apportent des conseils sur les sujets en question. Donc, je vais laisser la parole à Catherine pour présenter nos intervenants et ensuite animer ce débat. Donc, nous sommes évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions à l'issue de cette présentation que j'espère intéressante, dont je suis sûre qu'elle sera très intéressante et qu'elle vous apportera énormément d'éléments de contenu. Voilà, à tout à l'heure. Catherine, à vous. Oui, bonjour à tous. Merci Valérie. Écoutez, je suis ravie d'animer cette table ronde ce matin en compagnie de 4 intervenants, donc tous engagés dans l'économie circulaire. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis journaliste pour un site de presse qui s'appelle l'Éco-Circulaire, qui s'adresse aux professionnels, à la fois du recyclage, mais aussi de tous les acteurs qui sont engagés d'une manière ou d'une autre dans une démarche circulaire, où il y a beaucoup de thématiques. On parle du réemploi, de la réparation, l'éco-conception, l'écologie industrielle, l'économie d'usage. Donc, il y a plein d'actions qui sont développées, qui se développent en France petit à petit. Et donc, c'est une bonne chose. Et ce matin, donc, on va justement parler de l'une de ces thématiques de l'économie circulaire en compagnie de 4 personnes, 3 hommes et une femme. Donc, on va tout de suite faire une présentation de ces intervenants, une présentation rapide pour introduire leur activité et leur secteur. Donc, je vais commencer par peut-être Nicolas Dove de Biocop. Nicolas. C'est bon. Voilà. Vous m'entendez? Parfait. Désolé, erreur de décollage. Donc Nicolas Dové, je suis chargé de la R&D sur les questions emballage pour la coopérative Biocop. En quelques mots, la coopérative Biocop, c'est une coopérative, un réseau de magasins qui est spécialisé dans la distribution de produits biologiques et éco-produits. Et on œuvre au développement de l'agriculture biologique d'une manière éthique et coopérative. Très bien. Alors, je passe la parole sans plus tarder à Thomas Lemal de chez OE. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis le cofondateur de OE. OE, on est la marque de vin engagée parce que on travaille main dans la main avec des petits vignerons, vigneronnes de toute la France.
bio, vegan, zéro pesticide. Mais au-delà du vin qu'on va consommer, on est très attaché à avoir une grande cohérence dans tout ce qu'on fait. Et donc, on est la première marque de vin en France à remettre en place la consigne. Et je vous apprends rien, mais c'est game changer en termes d'écologie. Et après, dans la manière de construire l'entreprise, on veut aussi être une entreprise bienveillante. On ne négocie pas les prix avec les vignerons. On est transparent sur les salaires. On est neutre en carbone sur nos opérations. Plein de petites choses qui, mises bout à bout, font sens, font qu'on est dans cette cohérence et sur un chemin toujours en progrès. Plus on avance dans nos engagements, plus on voit la montagne qui reste à avancer ou à gravir. Ok, on va en parler de façon plus approfondie par la suite. On a du temps, donc il n'y a pas de souci. Je passe la parole à Stéphanie Dabin. Bonjour. Donc, voilà, moi, donc Stéphanie Dabin, je représente la société Entre Mer et Terre. Et c'est une société qui est facilitateur de recyclage pour les coquilles. Donc, les coquilles d'huîtres et coquilles Saint-Jacques, coquilles de moule, etc. Donc, outre notre activité de valorisation de coquillages, eh bien, on a développé notre propre marque cosmétique qui s'appelle Perlucine et qu'on présente dans le cadre de Natexpo. Donc, je pourrais vous en parler plus longuement après. Très bien. Ok. Et enfin, Monsieur Hugues Pelletier de chez Petrel. Merci. Bonjour Valérie, bonjour Catherine. Ravi de pouvoir échanger sur l'économie circulaire, ses enjeux aujourd'hui. Donc, moi, je suis Hugues Pelletier, je suis fondateur de Petrel, donc une société à mission que j'ai créée en 2018, basée à Station F, et qui a vocation à accompagner des distributeurs, des industriels vers le réemploi des emballages et le retour de la consigne, avec un axe intégration et ensuite opération au quotidien. Mais ça, on aura l'occasion de revenir. En tout cas, ravi de faire partie de ce panel. Ok. Alors, peut-être revenir sur, pour chacun d'entre vous, peut-être quelques chiffres sur l'année de création. À quel moment vous êtes lancé? Est-ce qu'il y a longtemps ou pas? Et votre implantation, s'il y a des implantations phares importantes à souligner. Donc, je ne sais pas, Thomas, peut-être Nous, on est créé depuis 2015, on a 5 ans déjà, et on livre les vins majoritairement dans toute la France. Et la consigne, ça fait 1 an que vraiment c'est en train de se déployer chez OE. Ouais. Ok. Pour Stéphanie, donc vous êtes implantée, j'imagine. Alors, on est dans le Morbihan, en Bretagne. Et donc, la société Entre Mer et Terre est créée depuis 2014 et dans le recyclage. Et depuis fin 2019, simplement pour la gamme cosmétique Perlucine. Voilà. Ok, très bien. Nicolas, de chez Biocop. Donc, l'année de création, donc Biocop, une chaîne de magasins, on connaît, implantée dans toute la France. Exactement, alors 1987, on est un petit peu vieux par rapport à d'autres, peut-être autour de table. Et puis, il y a plus de 700 magasins Biocop maintenant à travers la France. Voilà pour l'intégration géographique dans les territoires. Ok. Et Hugues, pareil. Oui, donc donc Petrel a été créé en octobre 2018, donc ça fait 2 ans et demi, à travers l'intégration d'un projet chez un grand distributeur. Et puis, quelques mois après, on s'est développé sur de nouvelles activités pour travailler avec différents industriels, distributeurs, travailler aussi pour la filière vrac. Donc, on est en train de se déployer et on sait que notre activité, on est basé en Île-de-France et on a une grosse activité liée à Île-de-France et on croit beaucoup à la régionalisation des différentes activités pour éviter qu'il y ait des transports trop significatifs. Et donc, l'idée, c'est faire fonctionner sur une région un modèle et ensuite le redupliquer dans différents modèles. Donc, je serais ravi bientôt d'aller dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voir Thomas et voir d'autres, et peut-être la Bretagne ensuite. Très bien. Très, très bien. Alors, là, on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on parle de l'économie circulaire, c'est le titre de cette matinée, de ce webinaire. Alors, j'avais une question un peu générale qui va permettre justement d'approfondir cette question. L'économie circulaire, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent pour votre activité, justement pour passer à une autre dimension, c'est-à-dire passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. L'économie linéaire, on voit que il y a des limites aujourd'hui d'extraire, produire,
fabriquer et puis consommer et jeter. Donc là, on passe à autre chose, à un autre modèle. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour chacun d'entre vous, en tout cas lié à votre activité? Thomas, de chez OE. Peut-être un début de réponse. Je pense qu'on est tous assez conscients de tous les bienfaits écologiques de l'économie circulaire. Et il y a un point qui nous, chez OE, on aime énormément, c'est en fait tout l'écosystème qui est derrière tout ça. C'est un tissu de personnes vraiment engagées qui veulent faire la différence, qui veulent ensemble aller de l'avant. Et c'est un peu une sorte de nouvelle manière de faire du business. C'est pas gagnant-perdant, mais c'est gagnant-gagnant, quoi. Tout le monde gagne ensemble. Et plus il y a de volume, plus les uns les autres on peut interagir, plus on peut s'entraider, plus ça tourne. Et c'est un vrai bonheur au quotidien d'être dans cet écosystème-là qui est très bienveillant et très positif, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment du collaboratif, du partage. C'est là-dessus que vous… Ouais, vraiment. Et en fait, sans les autres, nous, on serait incapable de faire ce qu'on fait. Et donc, c'est vraiment grâce à l'écosystème que nous, chez OE, on arrive à être une partie du puzzle, quoi. Très bien. Pour Stéphanie? Moi, je rejoins ce que dit Thomas, mais en plus, je rajouterais ce qui nous concerne en tout cas, c'est les ressources. Faire attention de ne pas épuiser les ressources et pas de prendre n'importe quoi et de s'intéresser aux ressources renouvelables. Donc, la chose qu'on fait, même si je compare à notre activité avec le carbonate de calcium marin biosynthétisé, voilà, qu'on ne puise pas dans des carrières. Donc, voilà, ça c'est important. Et puis aussi le cycle de vie, enfin, ne pas transporter. Nous, par exemple, dans nos cosmétiques, on évite de transporter de l'eau parce que ça fait partie à 80% minimum des constituants des produits d'hygiène. Donc là, le but, c'est de ne pas transporter de l'eau ni du vide. Enfin, voilà, on prend que les actifs. Et ça, c'est important dans l'enjeu économique, quoi. Donc, préservation des ressources et activité de proximité, c'est-à-dire aller chercher des ressources locales aussi. C'est ça. C'est ça, voilà. On ressource vraiment localement, à moins de 100 km nos ressources. On les transforme dans notre atelier et après, on va jusqu'à donc on les transforme en ingrédients, les mélanger aux autres actifs pour faire les produits d'hygiène et commercialiser dans le secteur. Alors, forcément, c'est pas limité à étendre en Bretagne, mais en étant sur toute la France. Mais voilà, au moins la ressource et la transformation et la mise en conditionnement, enfin tout fait de A à Z dans nos ateliers, quoi, de production. D'accord. Ok. Chez Biocop, comment on perçoit justement l'économie circulaire alors que vous êtes un peu plus ancien que les autres, donc vous avez vu arriver ou voir émerger ce modèle-là. Comment vous le percevez? Oui, alors au tout départ de Biocop, c'était aussi du bon sens, avec des modèles de distribution un peu différents, comme le vrac, qui existe depuis toujours chez Biocop et qu'on cherche à promouvoir de plus en plus. En tout cas, tous ces modes de consommation qu'on va appeler zéro déchet autour du vrac, qui permet d'utiliser des emballages réutilisables et les propres contenants des consommateurs, de favoriser la réutilisation ou la recharge en magasin, et puis on est nombreux autour de la table à partager cette valeur, le réemploi à une échelle industrielle des emballages, c'est vraiment au cœur de nos stratégies. Et cette stratégie, on souhaite la pousser de manière assez importante à l'ensemble de notre écosystème. On parlait de collaborateurs et de collaboration de collectifs. En effet, ça se fait pas tout seul. Il faut pouvoir réunir des acteurs, des pionniers, la plupart du temps autour de la table, pour que ça puisse se réaliser et que cette boucle, parce qu'on parle bien de circularité, elle puisse se mettre en place et qu'on abandonne petit à petit ce modèle que Valérie vous décriviez de j'exploite, je transforme, je jette, qui est totalement dépassé, qui aujourd'hui n'est peut-être plus une réalité dans l'imaginaire, mais qu'il l'est encore dans certains cas de figure. Et puis, on peut penser au recyclage sur la fin de vie, mais il y a aussi d'autres manières d'avoir une boucle circulaire. Et puis les enjeux, on reviendra dessus, mais ils sont multiples. C'est pas facile de s'y retrouver, mais il faut faire des choix conscients et éclairés et prendre le temps de la réflexion avant de se lancer. Très bien. Ok, donc là, c'est à travers le vrac, c'est aussi vous parliez de partage aussi, donc ça rejoint un petit peu la conception
Thomas de chez OE. Monsieur Pelletier, donc Hugues Pelletier chez Petrel, pour vous, alors l'économie circulaire, qu'est-ce que ça vous évoque et comment votre activité peut être portée par ce nouveau modèle économique? D'accord. Moi, je partage quand même globalement le point de vue. On est sur des modes de fonctionnement actuellement très linéaires et c'est une forme de facilité. D'accord. Tout ce qui est plastique à usage unique ont apporté, en termes de marketing, de com, de baisse des coûts, ont apporté une sorte de praticité, mais là, on est arrivé complètement au bout du modèle et justement, donc il faut pouvoir en sortir collectivement et tordre finalement ce modèle linéaire, le tordre, le prendre et en faire jusqu'à une boucle. Et pour ça, eh bien, il faut aligner des acteurs, il faut changer chacune des briques, l'organiser, le faire fonctionner au quotidien. Et donc ça, nous, c'est au cœur de notre problématique. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fois, ça répond à des attentes de consommateurs et des attentes qu'on n'entendait pas il y a 5 ans. Je pense, Thomas, au moment où tu as créé OE, ça c'était pas un truc qui remontait. Moi-même, dans la grande distribution, je n'avais pas ce retour. Et là, c'est devenu très fort. Ipsos a fait une étude il y a 2 ans en disant que 90% des consommateurs français souhaitent le retour sur la consigne de bouteilles en verre. D'accord. Donc, je trouve que c'est des choses qui sont à la fois fortes côté consommateur et en plus qui répondent à une attente de l'ensemble de la communauté, entre autres de la communauté bio, qui est réunie autour des acteurs par Netexpo. Et je pense que, et je reviens sur le point là aussi de Thomas, qui est de dire il y a un vrai écosystème qui est en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y participe de manière collective pour que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice et pour rendre tout ça circulaire. Revenir 2 petites secondes, Catherine. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est quelque chose qui s'est inscrit comme une vague de fond extrêmement puissante et qu'on a commencé effectivement à observer sur Natexpo il y a 6 ans. C'est la raison pour laquelle on a mis en place l'ensemble de ces développements, parce que c'est la nécessité et c'est l'objet du salon de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs de la filière à disposer de tous les leviers et de tous les outils pour, au final, répondre aux attentes des consommateurs qui s'expriment de plus en plus fortement sur le sujet. Et en fait, ce qu'on a vu arriver comme réalité et comme affirmation, c'est que les produits bio étaient un préalable pour les consommateurs de bio, ça c'est une certitude, mais que le bio avec une responsabilité supplémentaire, avec une approche protégeant l'environnement, avec tous les préalables devaient être répondus, mais après, on devait vraiment aller plus loin et aller véritablement plus loin. Et on s'aperçoit qu'un nombre très significatif d'exposants sur le salon développent leurs produits, engagent leur R&D dans cette direction-là, et qu'aujourd'hui, c'est plus du tout une partie des exposants, mais une énorme partie des acteurs de la filière qui part dans cette direction. Et c'est un joli mouvement, et ça, c'est extrêmement positif et très engageant. Je vous laisse la parole de nous. Oui, en effet, on le voit que dans la consommation, donc là, on s'adresse effectivement aux consommateurs, aux particuliers, mais c'est vrai qu'aussi au sein même de l'industrie, ça bouge aussi au niveau de l'économie circulaire sur... On parlait d'éco-conception, on parlait de préservation des ressources. Donc, finalement, on s'aperçoit que tous les acteurs ont un rôle à jouer, que ça englobe tout le monde, que ce soit l'industriel, le consommateur, un territoire, la collectivité. Donc, tout le monde est un petit peu embarqué dans cet engagement pour que, justement, ça puisse déboucher sur quelque chose de disruptif, comme on dit aujourd'hui, d'innovant, en tout cas, et de plus vertueux pour l'environnement. Donc moi, je voulais revenir sur justement le pourquoi on est réunis ensemble ce matin, parce que vous avez tous justement une démarche innovante à présenter. Donc on en a un petit peu parlé en introduction, mais je voudrais vraiment revenir sur justement qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer chacun dans votre action, donc à la fois consigne ou vrac, ou récupération de ressources pour en faire d'autres produits. Donc, vraiment parler de ça. Qu'est-ce qui vous a finalement motivé? Pourquoi avoir choisi cette action-là? Donc, peut-être revenir sur cette partie. Donc, commencer par OE, donc sur le système de... Oui, c'est une bonne question. En fait, nous, chez OE, on veut vraiment progresser dans nos engagements
vraiment trimestre après trimestre. On a des objectifs marketing, commerciaux, mais aussi d'engagement pour toujours. On veut toujours être en chemin. Et il y a quelques temps, il y a 2 ans déjà, on se posait la question, mais qu'est-ce qui serait game changer? Qu'est-ce qui vraiment serait un vrai pas en avant et qui n'a pas encore été breaké? Et on avait quand même cette chanson de la consigne en tête. Quand on prend tout le bilan carbone dans la filière viticole, l'enjeu, c'est vraiment la fonte des bouteilles au moment du recyclage pour en refaire des nouvelles bouteilles. Et là, il faut aussi rajouter de la matière première. Il y a aussi ce sujet-là. Et donc, l'enjeu carbone, il est à cet endroit-là. Et la consigne y répond. Et c'est, comme disait Nicolas, c'est plein de bon sens. Nous, il y a 1 an, quand on a vraiment lancé ça, on me disait, mais c'est impossible, ça ne fonctionne pas. La filière vin n'est pas structurée pour ça. Et là, maintenant, on voit que ça tourne, c'est live, etc., partout en France, quoi. Et donc, on a rendu quelque chose possible. Tous les acteurs ont rendu ça possible. C'est une première dans le vin. Et voilà, en fait, on s'est juste posé la question de comment est-ce qu'on peut contribuer à la cause, quoi. C'est se mettre au service d'eux qui a rendu ça possible, quoi. Ok. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. J'ai cru comprendre que dans la loi climat, justement, il y a une petite nuance qui a été apportée. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'il y a les recycleurs de verre, en fait, montent un peu au créneau en disant attention, on risque de toucher notre production de bouteilles en allant justement sur certains secteurs comme le vin, par exemple. Là, est-ce que vous êtes, sensible à cette inquiétude où finalement tout le monde peut jouer un rôle et chacun a un petit peu sa place, en fait. Oui, honnêtement, c'est une bonne question. Je pense que ceux qui produisent les bouteilles ont la responsabilité de produire des bouteilles qui sont vraiment bien réemployables et devraient être acteurs sur ce thème-là et non pas freinés dans le sens où vraiment l'enjeu carbone est de ce côté-là. Et donc, si eux en sont responsables, il faut qu'ils prennent la mesure de leur responsabilité et qu'ils poussent pour que les choses changent et non pas défendre juste un statu quo qui, on sait bien, on le voit bien, à ses limites, d'autant qu'il y a des solutions pour vraiment faire mieux. Donc, voilà, oui. Ok, c'est clair. Stéphanie, donc, pour vous, justement, qu'est-ce qui a déclenché cette action? Est-ce que vous dites que ça s'est mis en place après la création de votre société? Donc, qu'est-ce qui vous a poussé justement à choisir ce... disons que déjà, historiquement, comment est né Entremer et Terre avec son envie de recyclage de coquilles? En fait, il y avait déjà des constats. On s'est créé en 2014, donc bien avant 2014. Il y avait des constats de microbilles, de pollution des océans avec les microbilles de polyéthylène qui étaient utilisées dans les gommages. En fait, c'est des microbilles de plastique qui étaient présents dans tous les gommages et qui n'arrivaient pas à être bloqués par le système d'épuration des eaux usées. D'un autre côté, il y avait des ressources à plus en finir sur le littoral, des choses une accumulation de ressources qu'on ne voyait pas, on marchait dessus, on se balade le dimanche dessus, mais on ne le valorisait pas. Et donc, mis bout à bout, et en plus, il y a eu aussi, moi j'ai découvert de par mon métier d'avant que dans la cosmétique, on voit plein de choses, on n'y comprend pas forcément toujours tout, donc on met en place des applications. On a vu des applications comme Yuka, par exemple, qui se sont développées pour aider les consommateurs à comprendre ce qu'il y avait sur le packaging. Et il y avait aussi l'histoire du greenwashing, c'est-à-dire que on disait un gommage au noyau d'abricot, admettons, et quand on faisait l'analyse du gommage, en fait, on avait énormément de microbilles de polyéthylène. On faisait l'abstraction, mais on avait mis quelques noyaux d'abricot et on était content pour la vente. Et en découvrant tout ça, en faisant tout ce constat, on s'est dit pourquoi pas agir et changer un peu la façon de faire les choses. C'est vrai quand on met aussi dans des produits d'hygiène quasiment 80-90% d'eau, c'est un bon business en fait, parce que ça coûte pas cher. Donc mis ça bout à bout, on s'est dit tiens, déjà cette ressource qui est accumulée, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc nous on aide plein de secteurs industriels différents, la peinture, la céramique, le verre, etc. à éco-concevoir à partir de ces ressources. Et puis après comme on avait une compétence cosmétique, on s'est dit tiens,
on va essayer de creuser au lieu que les gens aient un smartphone avec une application, peut-être faire des formules minimalistes pour que ce soit compréhensible par tous, retirer l'eau déjà et retirer donc les conservateurs, retirer les régulateurs de pH pour permettre l'action de ces conservateurs, enlever les parfums parce que quand on se lave, les cheveux, on n'a pas forcément besoin d'un parfum, etc. Donc on a essayé d'aller dans le minimaliste et puis on a évité complètement le greenwashing parce que moi, en ce qui me concerne, quand je valorise mes ingrédients, parfois je me suis trouvée à le vendre, à le proposer à des fabricants qui n'en mettaient que 0,1%. Donc il y avait 99,9% d'autres ingrédients dont on ne voulait pas communiquer, donc on communiquait que sur par exemple la coquille d'huître. Et ça me gênait en fait de dire aux consommateurs, vous avez ici un gommage à la coquille d'huître alors qu'il n'y avait que 0,1% de coquille d'huître dedans. Donc dans la gamme que nous on a développée pour montrer un peu, initier la démarche, c'est de mettre un maximum d'ingrédients, de ces ingrédients-là, quoi. Donc voilà, on se retrouve avec des produits qui contiennent 100% d'ingrédients d'origine naturelle et surtout, par exemple, 77% pour notre douche de poudre de coquille d'huître, par exemple. On n'est plus à 0,1%, mais on a des forts taux de charge minérale. Voilà. Donc, c'était un peu l'idée, c'était d'initier cette démarche d'éco-conception, en fait. Et on poursuit notre action aussi en développant le vrac, c'est-à-dire en donnant accessible tous ces produits d'hygiène en vrac. Comme on n'a pas ce souci de préservation, parce que c'est des formules sans eau, donc minérales, donc on n'a pas ce problème de conservation. Donc ça permet de développer le vrac et de laisser l'opportunité aux gens d'avoir accès à ces matières saines, ces produits d'hygiène qu'on consomme tous les jours. Donc c'est important qu'ils soient sains. C'est important qu'ils ne polluent pas non plus dans sa manière de l'utiliser, dans sa conception déjà, dans la fabrication. On n'utilise pas d'eau et dans son usage aussi, ça limite la consommation d'eau. Par rapport en fait, c'est des produits qui, dans l'utilisation, sont simples, qui nécessitent très peu d'eau. Il suffit juste d'une peau humide pour l'appliquer, donc on ne consomme pas 80% ou 90% d'eau. Et après, pour le rinçage, c'est des produits qui ne contiennent pas de particules genre siliconées, donc qui nécessitent un rinçage assez long pour avoir une peau avec une sensation propre, en fait. Donc voilà, mis bout à bout, et on fait des économies de contenants aussi, parce que je vois, quand on prend 40 grammes de poudre de douche, par exemple, ça équivaut à une bouteille de 250 ml. Donc, en fait, voilà, on réduit les packaging aussi, quoi, et la quantité de produits consommés. Ok. Donc là, c'est vraiment une démarche globale sur et le contenu et le contenant. Donc, c'est ça. Et pour le contenant, donc petite précision, c'est que nous, on a choisi le verre, le bois et le carton. Voilà, que des matières qui soient recyclables, pas mélangées. Hein. Par exemple, notre couvert en bois, on a été attaché à ne pas avoir le plat de vis en plastique avec le bois, parce que ça ne devient plus recyclable. Donc, on a fait attention à ça. Et là, on est en train de développer, on en parlera peut-être après, mais on est en train de développer justement des packaging biosourcés. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure avec les coquilles, les bouteilles de verre. On est confronté à la problématique des ce qu'on appelle les bioplastiques. C'est pas vraiment le bon terme, mais et on est freiné par la filière parce que cette filière n'est pas encore organisée, est mal maîtrisée et du coup, les recycleurs de plastique ne veulent pas que se développent ces biomatériaux, ces nouveaux biomatériaux biosourcés. Et c'est compliqué de lutter contre ça. Donc, justement. On va en parler après, peut-être, pour la conclusion, en tout cas pour la dernière intervention. C'est intéressant, justement, de voir qu'il y a encore des freins à ce niveau-là. Chez Biocop, la mise en place du vrac, par essence, donc lié aux produits bio, ça s'est mis en place très rapidement. Comme je le disais tout à l'heure, ça s'est mis en place dès le démarrage, puisque c'était un modèle de distribution qui était promu, simple, vertueux très rapidement, puisque facile à mettre en place, et le réemploi de l'emballage ménager était directement possible par le consommateur. Après, on a cherché à progresser, donc on a des objectifs par rapport à ça.
Aujourd'hui, on distribue 32% de nos produits sous une forme qu'on appelle zéro déchet, comme je le disais en introduction, vrac, réutilisation ou réemploi, et on veut accélérer pour atteindre ces 50% d'ici 2025. Après, à chaque fois, c'est parti d'un constat. Je pourrais parler de 2017 et la suppression des bouteilles d'eau à usage unique, par exemple. C'est parti du constat que sur une bouteille d'eau minérale qu'on distribue, 50% de l'impact est dû à l'emballage. Donc, c'est une aberration quand on sait qu'on a tous de l'eau au robinet dans notre beau pays. Donc, c'est ce constat-là qui a été marquant. Et puis, pour ce qui est du réemploi des emballages en verre, c'est le même. On est parti d'un constat très fort, c'est que aujourd'hui, on est metteur en marché avec des produits à notre marque Biocop dans nos magasins. Un produit sur 10 est conditionné dans un emballage en verre. Et ce produit sur 10, il représente quasiment un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on avait un surimpact dû à ce matériau-là, le verre. Donc, il y avait plusieurs choix. Après, on prend la caisse à outils et on fait qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça. Est-ce qu'on abandonne le verre? Est-ce qu'on revoit la manière d'utiliser l'emballage? Est-ce qu'on optimise l'emballage en le réduisant? Nous, on a choisi de revoir sa fin de vie parce qu'on est sûr et certain, comme le disait Thomas, que réemployer, c'est mieux que recycler et que le recyclage aujourd'hui, il fonctionne très bien sur le verre, mais il faut passer à l'étape d'après et envisager le réemploi. Je rappelle un petit peu des principes de base, mais des 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler, et puis retour à la terre, mais sur les emballages, c'est pas toujours évident aujourd'hui. C'est cette boîte à outils qu'il faut utiliser et se penser les solutions de demain grâce à ça. Et puis après, on a mis quelques mois à construire le modèle que l'on veut sur le réemploi, qui est un modèle ouvert, standard, accessible à tous, gros industriels de l'agroalimentaire comme petits producteurs locaux, et sur des boucles de réemploi très, très locales, ancrées dans les territoires où on est présent, et pas à une échelle nationale avec des grandes multinationales. Le projet de Biocop sur la partie réemploi. Donc, à chaque fois, un constat, un bilan, une recherche des solutions possibles, envisageables. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas une parfaite, et la mise en place à une échelle la plus petite au démarrage pour atteindre la plus grande possible demain. Très bien. Donc là, on voit que la distribution bouge aussi, accompagne tous ces changements. Donc, pareil chez Petrel, donc là on fait bouger la grande distribution pour le coup dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus en détail ce qui peut faire bouger les lignes justement chez des grands distributeurs, des grandes enseignes avec qui vous travaillez? Oui, exactement. Moi, donc, dans une vie précédente, donc j'étais patron dans site de e-commerce avec la livraison à domicile. Donc, j'ai fait livrer des quantités astronomiques de produits avec des emballages à usage unique. Et c'est vrai que c'est par exemple mes filles qui commencent à grandir et qui m'ont un petit peu secoué par rapport à ça, pour m'ouvrir un petit peu les yeux sur ce constat, l'écoute aussi de nouvelles tendances, la prise en conscience d'une nécessité de changer les choses. Et en effet, dans la fameuse boîte à outils, il y a toujours plusieurs approches. Est-ce qu'on réduit en amont ces fameux 5 R? Est-ce qu'on va faire du recyclage? Mais le recyclage, il y a toujours beaucoup de travail de fait avec des gros acteurs. Il faut bien sûr poursuivre ces actions, il n'y a aucun doute. Mais finalement, le réemploi a été complètement oublié. Et on peut se dire en plus que le réemploi, ce n'est pas un truc extraordinaire, une innovation folle, etc. C'est juste des trucs qui ont existé pendant des dizaines d'années et qui ont disparu en France au début des années 80 et qui continuent dans d'autres pays, Belgique, Allemagne, etc., Alsace aussi. Et en France, ça a disparu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'est quand même maintenu, par exemple dans le CHR, les cafés, hôtels, restaurants ont maintenu ces allers-retours, ce rythme. Donc, il y a quand même une habitude, des process. Donc, c'est toujours intéressant de le prendre en compte, de regarder l'impact, le mode de fonctionnement. Et justement, on s'est dit, moi je me suis dit dans la création de Petrel, mais c'est vrai que je vois aussi côté grands distributeurs, et c'est important que finalement des grands distributeurs ou des acteurs comme Biocop s'engagent, parce que c'est quand même eux qui sont donneurs d'ordre, qui vont embarquer des filières avec eux, et ces acteurs changent en se disant, voilà, pourquoi? Parce que chacun est sensible quand même à son impact.
parce qu'il y a le côté un petit peu carotte, parce que ça répond aux attentes des consommateurs, aussi parce qu'il faut peut-être anticiper des lois qui vont devenir de plus en plus contraignantes. C'est peut-être pas encore forcément suffisamment le cas, mais c'est quand même les tendances fortes. Et donc finalement, les acteurs sont en train de bouger et se dire, eh bien, la consigne, c'est des concepts qui ont existé dans le passé et il faut le remettre en place. Eh bien, à la fois c'est du bon sens, mais une fois qu'on le dit, sa mise en œuvre demande quand même de l'énergie, de l'engagement, aligner des planètes, recréer des écosystèmes pour que l'ensemble des acteurs se réorganisent et le mettent en place, avec aussi des impacts positifs sur le plan économique et écologique qui reste toujours un enjeu majeur dans ces transformations. Donc, concrètement, chez Petrel, finalement, vous proposez quoi? Vous mettez quoi en place sur le terrain à destination des différents acteurs de la distribution? Ouais. Alors, nous, l'idée, c'est en fait, il y a beaucoup de sociétés, et c'est génial, qui vont sur le terrain et qui vont lancer dans une rue sur une gamme de produits et qui vont créer. L'idée, c'est plutôt dire sont les modèles linéaires en cours et on va discuter avec les industriels et les distributeurs et on les accompagne à former ce modèle en circulaire. Donc nous, on est finalement intégrateur du réemploi, c'est-à-dire qu'on va chercher les bons modes de collecte, la logistique de retour que l'on organise, donc on va chercher les systèmes de lavage en fonction du mode d'emballage qu'ils savent laver et de leur géographie, et ensuite la modalité de remplissage, et on organise ces différents éléments pour construire le projet et qu'ils deviennent opérationnels. Et une fois qu'il est opérationnel, et c'est là où est vraiment le cœur du métier de Petrel, c'est donc de suivre les opérations de réemploi au quotidien. Donc, on a monté une plateforme digitale qui s'appelle le Petrel Hub et qui permet de suivre l'ensemble de la logistique circulaire, donc toute la logistique, mais aussi la compensation financière, parce qu'il faut valoriser les emballages, sinon ils ne reviennent pas. Donc, ça permet de gérer finalement la consigne avec notre plateforme et en plus, en apportant en accompagnement, en suivi des consommateurs, des clients, d'accord, donc du côté qualitatif, mais aussi des analyses et du reporting sur la partie environnementale, d'accord. Donc, nous, l'idée, c'est une fois que l'opération, le réemploi est opérationnel, c'est le suivre au quotidien, à la fois avec des compétences, mais aussi avec une plateforme digitale pour le faire vivre au quotidien. Très bien. Donc là, on voit effectivement sur toute la chaîne de valeur, il y a des acteurs importants pour faire évoluer cette économie, cette nouvelle économie. Alors j'avais peut-être une question subsidiaire en pensant donc à toutes vos présentations. Est-ce que justement le fait qu'on parlait beaucoup, enfin on parlait un peu de la pression réglementaire, en tout cas l'engagement des pouvoirs publics en France de mettre vraiment sur la scène l'économie circulaire avec tout ce que ça implique. Est-ce que vous pensez que, puisque vous avez démarré, quand il y a quelques années quand même, avant même la promulgation de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été promulguée, je rappelle, en février 2020, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Est-ce que vous pensez que justement cette loi, en tout cas ces mesures ou cette prise de conscience gouvernementale va amener justement un peu plus d'actions qui vont dans ce sens et va booster vraiment votre activité, vos actions? Thomas, chez OE. Je pense à deux choses. Je me dis que, on voit, nous, chez OE, très concrètement, un vrai attrait, un véritable attrait, mais très fort et très conscient, très cohérent de nos clients, de notre communauté, qui veut vraiment jouer le jeu et qui veut, à son niveau, à sa manière, répondre aux enjeux dont tout le monde se rend compte maintenant. Et donc, aller rendre sa bouteille dans une épicerie, ça a vraiment du sens. Et donc, si le grand public commence vraiment à être sensibilisé à ça, forcément, les politiques doivent suivre. Voilà. Et après, je pense qu'effectivement, toutes les lois dans ce sens-là sont bonnes parce qu'il y a des gens qui attendent uniquement les lois pour changer et pour se trouver des convictions. Donc, tant mieux aussi si les lois avancent. Il faut, évidemment, bien sûr. Ok, oui. Il faut que ça pousse un peu quand même les gens à
opérer ce changement-là. Stéphanie, pareil, est-ce que la pression réglementaire peut vraiment faire bouger encore plus les choses, à faire prendre conscience à la fois les industriels et puis les consommateurs d'ailleurs disons qu'il y a déjà des efforts qui ont été faits, il y a des changements qui ont été faits, ne serait-ce que pour réutiliser les déchets. Nous, c'est les coproduits marins. Mais il reste encore quand même un gros effort à faire. On est quand même... on est dans un pays qui est assez qui est très, très prudent, qui prend plein de marges de sécurité. Et pour vous donner des choses concrètes sur nos valorisations de coproduits marins, pour la coquille d'huître, ça va bien parce qu'on la récolte sur la plage à la main de manière raisonnée. Donc c'est beaucoup de main-d'œuvre pour respecter le littoral. Donc là, on arrive à les valoriser, par exemple, avoir l'autorisation de les valoriser en cosmétique, notamment dans les produits d'hygiène. Mais ce n'est pas encore le cas pour les autres coquillages qui, malheureusement, quand je pense à la Saint-Jacques, qui suit quand même des filières de nettoyage, parce que vous savez qu'on réutilise la coquille pour la garnir et faire des coquilles Saint-Jacques garnies, là, en surgelé. Mais dans cette filière-là, des fois, on écarte quelques coquilles qui sont pas, elles sont un petit peu abîmées ou pas la bonne couleur, pas la bonne taille, et c'est dommage. Ces produits-là, on n'est pas encore autorisé à les utiliser, par exemple, dans les produits d'hygiène. Alors qu'on pourrait totalement, c'est des produits propres, mais voilà, il faut encore laisser du temps aux choses, je pense. Et puis, mais bon, il y a des choses qui sont faites, notamment l'ADEME qui œuvre beaucoup dans ce sens-là, avec des écolabels là qui vont être mis en place. Donc en fait, je pense que voilà, il faut persévérer, quoi. Bon, je sais qu'au tout début, quand je me suis créée en 2014, Entremer et Terre a été fondée, on m'a pris un peu pour une drôle d'idée de vouloir mettre des coquillages dans des produits, même dans tous les produits, quoi, que ce soit la cosmétique, mais aussi la peinture. La peinture, encore, il y avait eu des projets, mais en céramique, en verre, dans les lunettes, dans plein de choses éco-conçues, on n'y pensait pas, quoi. Et maintenant, on y pense. Après, il y a aussi, vous parliez de la loi anti-gaspillage. Dans cette loi-là, apparaît bien l'histoire des contenants et aussi de la disposition en vrac. Et je vois les produits d'hygiène. C'était vraiment l'objectif là, c'était de réussir à avoir accès à des produits, mais en vrac, c'est-à-dire on prend juste la quantité qu'on souhaite prendre et pas plus, pas moins. Si on veut juste tester un produit, on prend une petite quantité et on n'est pas obligé d'acheter toute la bouteille entière. C'est ça l'intérêt. Et là, grâce à ce type de développement, ça va permettre, ça va être possible, quoi, enfin. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis pour les articles de conditionnement, nous, c'est pareil, on œuvre dans le réemploi et de ne pas faire comme un flacon de gel douche, le prendre, le consommer et le jeter. Le but, c'est de le réutiliser, le re-remplir. Et jusqu'à vraiment une fin de vie ultime, quoi. Et dans la fin de vie ultime, il ne faut pas que ce produit pollue. Donc, c'est l'un des projets qu'on a justement en cours, c'est de faire des contenants qui soient réutilisables, réemployables, lavables et aussi biodégradables en fin de vie, quoi. Voilà. Et pour les produits verts, parce qu'on ne peut pas échapper, certains produits cosmétiques, nous, on a des baumes, par exemple, ou une huile, on les met dans des produits en verre. Et là, notre objet aussi, donc on pourra peut-être travailler tous ensemble, là, entre Biocoop, Petrel, de consigner nos produits en verre. C'est vraiment l'objectif. Il faut aller pas à pas. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais c'est vraiment des souhaits, quoi. Juste une question par rapport à ces coquilles d'huîtres. Vous en ramassez combien par an? Ça correspond à quel volume de production? Alors en fait, déjà, c'est quelque chose qui est très saisonnier. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, c'est après les tempêtes d'hiver jusqu'au printemps, parce qu'après, les communes, les stations balnéaires nettoient les plages pour donner accès aux touristes, sans danger, parce que c'est quand même des coquillages qui sont coupants, les coquilles d'huîtres. Donc, elles sont nettoyées, les plages. Donc, nous, on intervient déjà que de janvier à mai. Une collecte complètement raisonnée, c'est-à-dire que c'est complètement manuel. Alors on nous dit des fois, ça va, ça vous coûte pas cher la coquille d'huître en elle-même, parce que c'est un produit naturel, mais c'est toute la main d'œuvre qu'il faut mettre en place qui est très coûteuse.
Parce qu'en fait, on s'attache aussi à respecter, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des logos, enfin des labels, je veux dire, des Cosmos ou Nature et Progrès, parce qu'on fait une récolte raisonnée, c'est-à-dire qu'on laisse, on attache de l'importance à respecter le littoral en faisant des collectes très sélectives, c'est-à-dire qu'on sélectionne que les coquilles qui sont blanches et sans outils, donc en fait uniquement manuellement. Et pour répondre à votre question, donc ça peut aller jusqu'à 6 tonnes à l'année de coquilles. Après, voilà, il y a des marchés qui nous demandent des fois des coquilles en abondance. On leur trouve plutôt d'autres coquillages, d'autres circuits de coquillages à valoriser. Mais la coquille d'huître des plages, il faut que ce soit une collecte raisonnée. Donc, on ne tombera jamais dans la surconsommation de coquillages. On a une ressource qui est là, ou alors il faut multiplier les spots de collecte. Mais ça sera peut-être une directive qui sera mise en place. Mais voilà. Donc voilà, la réponse c'est aux alentours de. Il y a beaucoup, il y a énormément de coquilles en fait sur le littoral. Nous, on se limite à une petite zone parce que ça contente nos besoins. Mais on n'ira jamais au tractopelle ramasser nos coquillages sur les plages. Ça fait pas partie de notre bien au contraire. En tout cas, ce prélèvement ne va pas perturber l'écosystème de toute façon. Donc, absolument pas. De toute façon, nous, on fait des collectes sur les plages. Le avant et l'après, vous ne voyez pas, parce qu'on sélectionne peut-être une coquille sur 20. Voilà, mais par contre, c'est du temps à passer. Je ne vous cache pas qu'en main-d'œuvre, c'est du travail. Mais bon, c'est de la persévérance. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Nicolas Dauvé de chez Biocop. Donc, oui, peut-être merci. Pour vous, justement, cette réglementation, est-ce qu'elle va encore faire bouger davantage les choses, faire avancer les choses, en tout cas, dans votre domaine? Alors, je l'espère. Mais j'aimerais faire un petit retour dans le passé et rappeler qu'il y a déjà eu une hiérarchisation des modes de traitement des déchets qui a été posée dans une directive européenne en 2008, donc ça fait quelques années, mais je trouve qu'elle n'est pas assez. Ça a posé les grands principes sur cette partie-là, mais elle n'a rien de contraignant, donc ça n'a pas fait bouger grand-chose. Et c'est pour ça que je pense et on pense qu'il est temps d'accélérer le réglementaire et que le réglementaire, au lieu de maintenant tracer la route, devienne de plus en plus contraignant quand on est sûr et certain que les pistes qui sont proposées et promues sont vertueuses d'un point de vue environnemental. Donc, les lois qui sont en cours de rédaction ou votées, etc., doivent être, je pense, plus ambitieuses que ce qu'elles le sont aujourd'hui ou qu'elles ne soient pas vidées de leur sens plus elles s'approchent de leur parution. En tout cas, on n'attend pas le réglementaire pour faire les choses. Je pense que tous autour de la table, et j'espère que dans le public aussi, il y a la volonté des pionniers sur la question quand on est sûr et certain de notre action. Légale ou pas légale, encadrée ou non, on le fera. Après, je pense que le gouvernement, l'ADEME ont des rôles à jouer, les régions ont des rôles à jouer et le jouent réellement au quotidien dans l'opérationnel, donc c'est le plus important. La loi viendra et permettra de convaincre les plus retardataires sur les sujets. Désolé du mot. Ok, très bien. À suivre. Donc, chez Hugues, donc pour vous, justement, la loi, est-ce qu'elle vous porte? Est-ce que ça va changer beaucoup de choses ou est-ce que finalement, c'est dans l'air du temps et est-ce que ça va se mettre en place naturellement, on va dire? Non, rien n'est naturel, donc il faut parfois forcer un petit peu le naturel pour que les choses se mettent en place. Mais c'est vrai que si on le fait, il faut le faire avant tout pour répondre à des attentes consommateurs, à des attentes profondes de changement de consommation. Pour moi, c'est le point de départ, mais la loi doit aussi jouer, être un axe important pour pousser cette transformation. Et dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, votée juste il y a 1 an, il y a des principes qui sont, je trouve, très simples. De dire, en 2023, il faudra 5% d'emballage réemployé. En 2027, il en faudra 10%. Et en 2040, il faudra 100%. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de plastique à emballage unique. Donc 2040, je veux dire, moi je serai à la retraite déjà, et que voilà, ça n'engage que c'est des grands principes, etc., très loin. Mais je trouve 5% en 2023, 10% en 2027, ça ce sont des chiffres concrets, et le point d'attention reste toujours dans les détails, dans les décrets d'application, dans des secteurs qui vont le détourner. Et je peux très bien comprendre que des secteurs très particuliers
ne puissent pas répondre peut-être à ces contraintes. Mais il faut que globalement, cette loi s'applique, se mette en place et qu'il y ait une dynamique qui se mette en place parce que ça a un impact écologique fort et c'est le sens de l'histoire. Donc l'État est volontariste, il faut qu'il aille jusqu'au bout, d'accord, et mettre bien en œuvre ces différents points. Et c'est comme ça, à la fois, je vais en parler tout à l'heure, c'est à la fois un peu la carotte et le bâton qui font que la transformation se mette en place. Et puis ensuite, c'est sa qualité d'exécution opérationnelle qui fait que ça devient une réalité. Très bien, parfait. Bah, écoutez, je complète, Catherine, oui, de ce que dit Hugues, c'est que évidemment tout ce cadre est essentiel, c'est une certitude. Maintenant, la donnée qu'il faut intégrer également, c'est la sincérité des industriels, la sincérité des marques dans ce qu'elles font. C'est-à-dire que plaquer une nécessité et obliger les uns ou les autres à s'inscrire dans un mouvement parce que c'est la loi. Bon, ben, c'est la loi. Maintenant, les consommateurs ne sont pas dupes. Et les consommateurs aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux et notamment les surconsommateurs de ce type de produits qui sont très, très engagés, qui sont les moins de 34 ans, ces gens-là, on leur raconte pas une jolie histoire. Hein. Ils se rendent très, très rapidement compte de si une marque est engagée sincèrement, du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le vrai patron, c'est le consommateur, parce que le dernier mètre linéaire, c'est lui qui tend la main et qui prend la dernière décision. Donc, c'est essentiel aussi et c'est cette garantie qui est très importante à travers des acteurs comme vous, parce que vous apportez cette dimension de sincérité et cet élément qui fera la différence avec un gros acteur qui peut-être va, lui, s'engager aussi dans ce mouvement parce qu'il y est obligé, mais avec moins de, enfin, je répète le mot encore, moins de sincérité qui, au final, est peut-être l'ingrédient principal dans tout ça, sans vouloir faire de jeu de mots. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir Thomas. Non. Thomas, si Thomas, mais c'est Nicolas qui a. Alors attendez, là c'est moi qui ai perdu tout le monde. Oui, Nicolas, pardon. Vous l'avez, il est perdu visiblement. On espère qu'il va revenir. Bon, Nicolas, je pense j'espère oui qu'il va revenir parmi nous parce qu'il y a encore des choses à dire. Donc oui, en fait, pour rebondir sur ce que dit Valérie, c'est que il faut vraiment faire la différence entre une entreprise, et comme l'avait dit Stéphanie, qui fait juste du greenwashing, et puis une entreprise qui joue vraiment le jeu et qui vraiment transforme son modèle pour faire autre chose, et quelque chose de durable et pérenne, et qui trouve son compte aussi. C'est important, je pense, d'un point de vue économique. Donc, associer les deux, je pense que c'est important si elle voit que c'est viable. Il n'y a pas de raison qu'elle ne se lance pas dans ce type de projet. Juste pour rebondir, peut-être juste sur ce point-là, en effet, l'important, c'est qu'il y ait une viabilité écologique et que c'est du sens, mais on sait qu'à court terme, on va certainement dégrader le modèle économique, d'accord ? Parce que l'emballage d'usage unique est hyper productif, hyper efficace, de très gros volume. Et en fait, c'est là aussi le gouvernement, l'État, peut avoir son rôle à jouer pour, par des bonus-malus ou par de la subvention, faciliter les investissements, faciliter cette transition sur le plan économique. Et l'ADEME a son rôle, Citeo peut l'avoir aussi, les régions aussi sont assez actives. Et je pense que il y a un besoin d'aliments de planète, d'acteurs industriels, des distributeurs, des acteurs privés, mais aussi publics, et qui répondent à une attente client. Donc, il faut vraiment un alignement de planète, et on revient sur le terme de tout début de l'écosystème pour que toutes ces transformations se mettent en place. Et juste pour rebondir aussi, un micro-point sur l'authenticité, justement, je pense qu'une des forces de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, c'est aussi nos salariés, nos équipes, où eux, pareil, on peut les mettre en position d'aller de l'avant, de proposer, de filtrer tout ce qui peut être greenwashing, etc. Nous, chez OE, on pose régulièrement la question, est-ce que ce qu'on dit, on le fait? Est-ce qu'il y a des choses où il y a un décalage, etc. Il faut bien avoir ça en tête et filtrer ça pour continuer à aller de l'avant, et puis que eux, l'équipe propose, parce qu'on voit à quel point les gens sont force de proposition, que ce ne soit pas juste quelque chose dédié à la RSE là-haut au 4e étage, mais vraiment une marche puissante de toute l'entreprise, quoi. Très bien. Est-ce que d'autres personnes ont envie de rajouter quelque chose par rapport à cette sincérité et cet engagement vraiment fort de toute l'entreprise qui va rendre finalement viable l'activité ou un produit Moi, j'ajouterais juste quelque chose, c'est de souligner l'effort en fait que ça demande quand même. C'est beaucoup plus facile de faire du business
avec des packaging qui sont standards, qui sont pas chers, on peut se faire des marges, enfin voilà. Et il y a beaucoup de sociétés, bah voilà, et même les consommateurs, des fois, malheureusement, ils cherchent aussi le prix. Et quand on fait des efforts de trouver d'autres circuits, d'autres ingrédients, d'autres packaging, et qu'on met en place justement soit des circuits de collecte ou de consigne, enfin, ça demande beaucoup d'efforts en fait. Et enfin, c'est gratifiant complètement quand on mène ce projet-là. Mais enfin, je tenais à le souligner parce que des fois, on a des remarques en disant, enfin, les gens, ils voudraient la même chose, l'équivalent en fait. Voilà, pour moi, les produits cosmétiques, ils veulent l'équivalent. Mais sauf que ça revient pas, on ne met pas d'eau dedans, donc forcément, ça ne revient pas exactement. Enfin, c'est pas comparable. Même en tant qu'ingrédient, nous, quand on le propose. Par exemple, en substitut du carbonate de calcium terrestre, qui est une source épuisable, on dit il faudrait avoir les mêmes tarifs, alors que ce n'est pas du tout la même filière. Donc, il faut aussi nous aider. Donc, je rejoins Hugues voilà, aussi, il faut que le gouvernement essaye d'aider toutes ces entreprises qui sont précurseurs, enfin pionnières dans tout ça et qui déblayent en fait toutes les problématiques, qui les soulèvent, qui essayent de trouver des solutions. Et voilà, il faut les soutenir parce qu'après, c'est du temps, de l'humain et de l'argent dépensé aussi pour réussir à défendre une idée et un concept. Et c'est pas forcément facile au quotidien. Donc, vous êtes des pionniers, vous essuyez un petit peu les plâtres, on va dire, quelque part, mais en même temps, comme vous dites, c'est aussi motivant. Constructif, satisfaisant, et au moins, vous serez les premiers à être engagés sur cette voie-là. Justement, en parlant de pionniers, donc, est-ce que par rapport à votre démarche, vous avez... vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez investir? Est-ce que vous avez, du coup, ça vous a inspiré d'autres projets à l'avenir? Est-ce que vous pouvez peut-être présenter un petit peu l'avenir de votre activité, de vos produits dans le cadre de cette démarche circulaire? Peut-être pour OE, mais du coup, la consigne tourne chez OE déjà partout en France. Et du coup, là, la brique qu'on travaille vraiment en ce moment, c'est le zéro déchet. Et donc là, on commence avec c'était même la semaine dernière, et on a fait nos premières livraisons en casier. Donc, pas de carton, pas de scotch, pas d'encre. Et donc, on livre en casier. Et après, on va récupérer les bouteilles, les casiers, etc. Tout ça, c'est lavé. Et donc, zéro déchet sur absolument toute la chaîne, quoi. Et donc, ça, c'est aussi une première en France dans le vin. Et voilà, c'est un des gros enjeux qu'on voudrait déployer avec les partenaires. Et puis, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'évangéliser avec nos partenaires, que ce soit nos vignerons ou nos clients, toutes les épiceries ou différents retailers. Encore activer la consigne, essayer de tirer de bonnes ficelles pour qu'eux puissent mettre ça en place, tout simplement. Super, merci. Stéphanie, vous avez un petit peu évoqué le sujet sur le packaging, par exemple. Ça, c'est de nouveaux projets qui s'associent à votre première action. Oui, voilà. Nous, concrètement, par rapport à notre gamme Perlucine, c'est ça. En fait, il y a plusieurs projets. On a conditionné notre shampoing, par exemple, et la douche en carton. On ne voulait pas de verre parce que c'est cassant dans la douche et c'est trop risqué. Après, en carton, ça demande une autre façon de consommer, c'est-à-dire on coupe l'eau, on prend le produit, on savonne et après on réallume l'eau. Donc c'est un effort pour le consommateur. Donc on est conscient que il y a certains qui ont des ados, qui ne vont pas forcément faire attention, qui ont des cabines de douche, etc. Donc on a entendu, il n'y a pas de souci. Et du coup, on est en train de développer un packaging justement qui soit éco-conçu à base de coquilles d'huîtres et aussi de bioressources, de végétaux, et qu'on puisse le réemployer, le laver, mettre soit un jour de la douche, une poudre de douche ou du poudre de shampoing, changer de poudre de shampoing, donc soit rechargeable avec des recharges, mais aussi, donc là c'est un deuxième axe de développement, c'est l'accès au vrac. Donc là on lance déjà l'accès au vrac des poudres, mais ça on rencontre aussi encore des problématiques parce que
Les poudres en cosmétique, c'est nouveau, donc il faut des distributeurs poudres qui soient efficaces, qui soient hygiéniques, voilà. Donc on est aussi en train de développer avec des partenaires des distributeurs poudres pour faciliter l'accès par les consommateurs à ces produits. Voilà. Et pour toutes les, comme je vous disais tout à l'heure, les parties en verre, là jusque-là on les remplit. On a aussi un projet de moyens de distribution en vrac, remplir de nouveau les contenants en verre pour pas faire qu'un usage, unique. Mais voilà, là, on est confronté un peu au réglementaire parce que comme le vrac est en pleine expansion, il y a des lois qui commencent à se dessiner sur les cosmétiques notamment. Donc voilà, donc là, c'est en pleine mutation. Donc on est obligé de faire attention aussi à tout ce qui est problème d'hygiène. Lié au nettoyage des contenants. Donc voilà, mais c'est des choses qui sont sur la ligne de conduite à suivre, voilà, tout à fait. Et avec des partenaires, on est en train d'étudier des solutions justement pour ça, pour arriver à aller jusqu'au bout en fait, et éviter le mono-usage. Très bien, merci. Donc Nicolas chez Biocop, donc là est-ce qu'il y a des nouveaux projets ou une suite à... Oui, il y en a de nombreux. Le terrain de jeu est immense, que ce soit dans l'équipe R&D et avec les équipes de développement de produits. Tous les projets sont animés par des questions d'économie circulaire, que ce soit sur les ressources, la conception, l'efficience ou la fin de vie. Pour revenir sur le réemploi, l'objectif c'est de pousser au maximum. Aujourd'hui, on a 79 points de collecte qui sont magasins qui sont points de collecte. Notre objectif, c'est que d'ici 3 ans, 100% des magasins Biocop soient un point de collecte pour les emballages en verre, qu'on apporte de plus en plus de volume côté produits, avec dès cette année environ 300 000 bouteilles qui seront dans la boucle de réemploi, et demain encore plus. Donc, on invite vraiment tous les metteurs en marché à participer à cet élan collectif, et on essaie de montrer l'exemple avec nos produits à marque de Biocop. Et puis après, comme disait Thomas, là on parle d'emballage ménager souvent, celui qui est visible par le consommateur, mais on a effectivement un gros travail aussi sur les emballages de distribution. On distribue énormément de produits en vrac, on l'a dit, et nous chez Biocop, notre volonté c'est que le vrac il soit 100% bio, il soit accessible à tous, et qu'il soit vraiment de zéro déchet aussi. Donc on a un gros volet sur ces emballages de distribution pour le vrac, épicerie, liquide, etc. à travailler. Voilà, il y a moult projets, il faut savoir les prioriser pour atteindre ces objectifs et pas s'éparpiller. Il y a du potentiel en tout cas en termes d'action et de réemploi et d'emballage réutilisable, c'est encore autre chose. Alors, Catherine, Hugues, chez Petrel, oui. On peut le constater, la thématique soulève les foules. En fait, il y a beaucoup de questions et on se travaille sur. D'accord. Et donc, je me disais que ça pourrait être intéressant de regarder quelques-unes de ces questions et de les poser à nos intervenants. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord. Je peut-être finir avec Hugues et puis enchaîner avec les questions. Ouais, okay, d'accord. Avec plaisir, et avec plaisir aussi pour répondre à des questions. Nous, on est plus sur différents projets qu'on développe. Il y en a un sur lequel je souhaiterais revenir parce que ça touche la communauté du bio. C'est le Hub Vrac, où finalement, le constat de départ, c'est de dire entre les industriels du vrac et les magasins, il y avait beaucoup d'emballages qui partaient à la poubelle ou au recyclage. Et avec le réseau Vrac, avec une place de marché WeBulk, on s'est mis autour de la table, on a regroupé 6 industriels, 9 magasins, et depuis le mois de février, on livre ces magasins avec des emballages réutilisables, donc des caisses en plastique, et ensuite que l'on récupère à la tournée suivante pour qu'ils soient nettoyés, re-remplis à nouveau dans des boucles circulaires. Donc là, on est dans une approche B2B, ça fonctionne, c'est opérationnel. J'invite justement aux différents acteurs de votre communauté, que ce soit des magasins de distribution vrac, des industriels du bio en amont, à se rejoindre à cette initiative pour lui donner de l'ampleur, pour ensuite qu'elle sorte de la région Île-de-France, qu'elle aille se dupliquer dans d'autres régions, et ça, qu'on travaille en plus en mutualisant les emballages, les process, les moyens de suivi. Et c'est comme ça qu'on arrivera à transformer des filières à grande échelle. Et je pense que c'est ça l'enjeu que l'on a tous ensemble, collectivement, dans l'écosystème, c'est aussi changer d'échelle par rapport à cette transformation en cours.
Oui. Là, Hugues, vous venez de répondre à une question qui avait été posée par Jérémy Casalbou, qui était une question pour Nicolas au départ, mais bon, qui concerne absolument tout le monde, qui était le vrac, c'est aussi beaucoup d'emballages en amont, non visibles par le consommateur, greenwashing, point d'interrogation, point d'exclamation. Qu'est-ce que vous faites pour réduire tous ces emballages avec vos fournisseurs? Donc, Jérémy, vous avez une partie de la réponse. Certains d'entre eux sont déjà engagés sur ces directions, mais quoi qu'il en soit, l'utilisation des plastiques et des emballages était drastiquement réduite malgré tout. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Catherine, je vous laisse la parole pour les questions. Oui, il faut que je vais accéder aux questions. Alors, effectivement, il y en a effectivement beaucoup. Alors, il y a une remarque peut-être de Stéphane Alain. Les grandes marques communiquent à leur escient sur le flou réglementaire. Je ne ressens pas vraiment d'engagement pragmatique et de terrain. Est-ce que voilà, ça rejoint un petit peu ce que vous dites sur certains freins qui sont sur du packaging peut-être ou sur des filières, d'autres filières industrielles qui pourraient voir ça comme une forme de concurrence? Voilà, juste une réaction par rapport à ça, c'est toujours compliqué de changer. Quand on a une ligne de production, quand on a un mode de vente, une relation avec ses consommateurs, que ça fonctionne, se dire pourquoi changer? Et puis ça coûte cher, c'est compliqué. Mais justement, il y a certains acteurs qui prennent la démarche et qui prennent les devants et qui vont vers cette transformation, vers de la consigne, vers du vrac, vers du réemploi. Et c'est peut-être eux qui sont peut-être plus malins et qui vont peut-être prendre un coup d'avance. Et certains autres se bloquent, réfléchissent. Après, il y a eu la crise qui va pas forcément faciliter, mais qui peut être aussi un moment aussi de réfléchir à ce que doivent être les modes de consommation à venir. Ok, ouais, effectivement. Pour Thomas, où sont implantées les consignes et quel type de distribution vous visez? C'est une bonne question. Nous, on travaille beaucoup d'épiceries. vrac, bio, zéro déchet. C'est vraiment la majorité de nos clients. Et elles jouent le jeu de la consigne. Et puis, on a des acteurs locaux qui viennent ramasser les bouteilles. Et puis, après, on va les laver et les réembouteiller. Voilà, ça, c'est le schéma classique, on va dire. Après, il y a des schémas un peu hors de celui-là. Mais voilà. Et ça, c'est dans toute la France, vraiment, à Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris. Ça fonctionne, quoi. Et sur le site oeforgood.com, il y a la map de tous les points de vente, dont tous ceux qui consignent. Ok, très bien. Pour Stéphanie, qu'a changé le rachat en 2017 par le laboratoire de cosmétiques Aquatonal? Eh bien, oui, Entremer et Terre a été racheté en 2017 par le laboratoire Aquatonal. Ce que ça nous a apporté, c'est toute la compétence en fabrication cosmétique. Entremer et Terre se focalisait avant sur la valorisation des coproduits marins en tant qu'ingrédient, les proposer en tant qu'ingrédient dans tous les secteurs industriels. Et le fait de se rapprocher du laboratoire Aquatonal, ça nous a permis justement d'associer nos compétences et de développer, faire naître en 2019 du coup la gamme Perlucine. Voilà, grâce à nous, notre ingrédient issu de coproduits marins et le laboratoire Aquatonal qui avait la compétence de fabrication de cosmétiques et compétences humaines et les logistiques en fait pour développer ça. Alors, toujours une question pour Stéphanie. Donc, pour la poudre de douche dans un bidon réutilisable, point d'interrogation. La poudre de douche dans un bidon réutilisable. J'imagine que c'est pour du vrac, ça. C'est pour permettre... Ouais. Alors nous, si je parle de la question vrac, alors nous, la poudre, déjà, elle s'utilise, parce qu'il y a plusieurs concepts qui existent. Donc nous, c'est une poudre qui s'utilise direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-mélange avec de l'eau ou quoi que ce soit. Donc, on l'utilise sur une peau humide directement et puis ça, voilà, on le frotte et ça mousse. Donc, en vrac, nous, on la propose pour les magasins type, les épiceries vrac, on les propose en sac craft doublé, c'est-à-dire comme c'est des sacs de farine, en fait, l'équivalent de sacs de farine en craft. Et voilà, vous avez des sacs de 4-5 kilos. Et après, il y a deux systèmes. Principalement, pour l'instant, c'est ils mettent ça dans des bonbonnières et après, les personnes prélèvent dans un sachet craft la quantité de produits qu'ils souhaitent.
Et là, on est sur des distributeurs en verre où il y a un écoulement qui sera fait plus facile en fait de la poudre. Enfin, on ne plonge pas quelque chose dans le contenant en verre, par exemple, mais que la poudre descende elle-même dans le sachet en craft, sans avoir à introduire une pelle ou une louche. Enfin, là, ici, c'est des pelles, généralement, qui sont utilisées. Ok. Voilà. Très bien. Une question plus générale, peut-être posée à ceux qui, justement, pratiquent la consigne. Peut-on faire un tour du surcoût généré par la consigne? La performance économique est dégradée, mais à quel pourcentage? Question. Là-dessus, chez OE, une bouteille en verre, un peu le standard nous propose, si vraiment on demande aucun engagement, on nous propose des bouteilles qui sont fondues en Pologne et qui coûtent autour de, on va dire à la louche, 10 centimes la bouteille, vraiment le contenant. Et une bouteille lavée, réemployée, elle nous coûte tout compris entre 30 et 40 centimes. Donc, c'est quand même beaucoup plus cher en pourcentage. Après, en fait, je pense vraiment qu'il faut avoir une autre lecture que uniquement financière. Et évidemment, c'est un sujet. Il y a d'autres leviers. Quand on livre sans carton, sans scotch, sans encre, bah c'est des gains. Sur nos bouteilles, par exemple, il n'y a pas de capsules parce qu'elles ne sont pas recyclables, c'est du pur déchet et ça coûte aussi, etc. Donc, il y a d'autres gains qu'on peut avoir. Et je pense que vu l'enjeu écologique, entre guillemets, la question ne se pose pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est une contrainte. C'est vrai. Après, effectivement, il faut englober tous les coûts. C'est-à-dire que quand on parle de recyclage, bah, il faut aussi englober l'énergie que ça coûte, que ça consomme par rapport à un lavage de proximité. Même voilà, si on massifie la collecte, au bout d'un moment, je pense qu'il y a un gain quand même et écologique et économique. Bah, les deux courbes vont se croiser, certainement parce que le coût de l'énergie augmente et les volumes vont aider à ce que les coûts du lavage diminuent largement. Donc, et les coûts des matières premières nécessaires à chaque bouteille, même si les bouteilles sont partiellement issues de verre recyclé, augmentent aussi énormément. Donc, les courbes vont se croiser un jour, c'est sûr. Sachant qu'une bouteille consignée peut quand même tourner plusieurs fois. Donc, Mais c'est pour ça, il faut voir vraiment le concept dans sa globalité. Faut pas, on ne peut pas comparer vraiment, là, comme là, la bouteille consignée ou une nouvelle bouteille. Il faut vraiment voir l'ensemble, le transport, la transformation, le coût de la transformation, etc. C'est vraiment un concept global qu'il faut prendre en considération pour pouvoir comparer ces modes de fabrication. Et moi, juste pour rebondir par rapport à ça, c'est sûr que le modèle de passer… Une question que je trouve intéressante, parce que là, on est plus sur le sujet sanitaire qui est posé par Loana Gricourt et Marie-Laure Sorbier. C'est dans le vrac, quelle garantie pour les consommateurs qui ont des allergies alimentaires? Qui est-ce qui peut répondre? Peut-être Nicolas? Ok. Alors, je ne suis pas le spécialiste sur la partie hygiène de chez Biocop, donc j'inviterai la personne à consulter le site. Mais aujourd'hui, comme pour tout produit, les produits sont séparés et la présence d'allergènes est indiquée si ils sont compris dans les produits. Aujourd'hui, quand on distribue du vrac épicerie, par exemple, chaque silo a son produit et est bien séparé. Avec une herméticité, avec des couverts, ce genre de choses qui est poussé pour que ce problème ne soit pas rencontré. Voilà ce que je peux partager, mais clairement, je ne suis pas expert sur le sujet et c'est une question qui est plus d'ordre qualité que recherche et développement. Je dois l'indiquer. Et puis, si on refait la boucle avec le réemploi sur la partie lavage, il y a des garanties qui sont apportées sur cette question-là et on n'a aucun risque de contamination croisée dans une boucle de réemploi avec les process de lavage qui sont mis en place sur cette question. Et j'imagine qu'il y a aussi un affichage, même si le produit c'est réglementaire. Oui, je confirme, il y a un affichage, c'est réglementaire, donc on suit la réglementation sur ces questions-là, c'est sûr et certain. Ok. Alors, une question que je trouve intéressante parce qu'elle est assez récurrente par rapport aux produits bio. Quelle solution pour les GMS pour distinguer le bio du conventionnel sur les fruits et légumes, par exemple, sans emballage?
Parce qu'effectivement, le paradoxe, c'est qu'on voit des fruits et légumes en bio, mais justement emballés, contrairement aux fruits et légumes conventionnels qui, eux, ne sont pas emballés. Et en général, c'est de l'emballage plastique. Donc, comment distinguer? Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui a été déjà abordé par un affichage, une incrustation, pardon, j'ai vu ça sur certains produits, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler de ça. Alors, j'ai des petites idées de mon passé. Après, chez nous, Biocop, tout le rayon est bio, donc Oui. on n'a pas cette problématique, mais il y a plusieurs problématiques en réalité. Un point de vente qui possède du conventionnel et du bio peut se faire certifier et vendre du bio en vrac. Ça, c'est quelque chose de faisable. Après, la vraie question, c'est comment on différencie une orange conventionnelle d'une orange bio. Et là, voilà, il y a des solutions qui peuvent exister, qui sont R&D. Il y a eu des idées de gravure laser, c'est peut-être ça que vous évoquiez comme solution. Bon, c'est pas un sujet de R&D chez Biocop parce qu'on n'a pas cette problématique-là, mais je pense que les distributeurs de la grande et moyenne surface ont des réflexions sur cette thématique. Ok. Moi, je vais rebondir là-dessus quand vous disiez, Catherine, qu'il y avait des produits bio qui pouvaient être emballés, par exemple, alors que ça paraît un peu contradictoire parce qu'on a fait l'effort de la culture avec des bonnes méthodes et puis qu'au bout du bout, on ne regarde pas l'emballage. Nous, c'est vraiment ce qui se passe beaucoup en cosmétique. Enfin, c'est ce qui m'a poussé à me poser des questions sur les packaging parce que pendant des années, on a fait attention à ce qu'on mettait à l'intérieur des produits. C'est-à-dire, on voulait que ce soit bio, on voulait que ce soit sain, sans parabènes, sans produits décriés. Mais on ne se posait pas du tout la question de dans quoi c'était conditionné, quoi. Et en fait, quand on regarde des rayons cosmétiques, ce n'est que du plastique et beaucoup de produits non recyclables. Enfin, les tubes, par exemple, bien qu'il y ait des efforts de fait pour essayer de les recycler, c'est loin d'être recyclé en France. Et il y a énormément de produits qui sont mis en tube. Et voilà. Donc, en fait, c'est vrai que c'est bien d'interpeller. Il ne faut pas se contenter que du mode de production ou des ingrédients, mais aussi s'inquiéter de dans comment c'est transporté et dans quoi c'est conditionné. C'est important, je trouve. Oui, tout à fait. Par rapport justement au conditionnement et au changement de pratique, il y a une question pour Hugues, justement peut-être qui voulait intervenir aussi à ce sujet. Une question de Michel Dessert. Comment allez-vous engager les grosses filières non spécialisées? Bien sûr, les GMS, ce sont eux qui doivent s'organiser. Donc, parce que là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'actions, d'initiatives finalement d'acteurs locaux, de petits acteurs, sans être péjoratif, mais comment emmener finalement les gros acteurs, c'est eux qui ont finalement le pouvoir aussi de faire bouger les choses dans cette démarche-là. Oui, exactement. En fait, c'était la conviction de Petrel au moment de sa création, dire aller partir des donneurs d'ordre, des grands acteurs et transformer les filières. Et donc ça prend du temps, de l'énergie, mais c'est comme ça aussi que des gros volumes pourront changer. Et ça, c'est en discutant avec chacun de ces acteurs. Il y a une vraie sensibilité en interne, d'accord. Ils sont et c'est plus lié uniquement aux responsables du RSE. Les directions générales sont sensibles, sont intéressées à ces sujets-là. Ensuite, le fait de le dire et que l'ensemble de l'entreprise bascule et change, eh bien, c'est là où il y a des écarts assez importants. Et c'est vrai qu'on voit, Biocop, ça fait partie de votre ADN. Donc, la transformation, et c'est très proche de vos problématiques. Moi, je travaille quand même régulièrement aussi avec un acteur beaucoup plus significatif comme Carrefour, qui aussi est en train de changer, mais ça prend du temps, il faut de l'énergie. Il y a une vraie volonté. Et après, les autres, ça peut être dans d'autres types de filières aussi. On est très ouvert pour ouvrir ces discussions et trouver des solutions collectives au sein d'un écosystème pour faire cette transformation. Et à nouveau, il faut l'engager, il faut la lancer, il faut être persévérant pour que cette transformation puisse être comprise par les clients, mise en œuvre opérationnelle et suivie au quotidien. Très bien, oui, il faut engager, emmener tout le monde. Ouais. Alors, est-ce qu'on continue les questions, Valérie? Est-ce qu'un petit mot de la fin, une conclusion?
Peut-être on peut demander à chacun d'entre vous de faire un petit mot de la fin et puis je donnerai le point final à ce webinaire. Très bien. Alors, Thomas commence. C'est jamais simple, un mot de la fin. Je dirais, il y a beaucoup de choses à dire, mais je serais tenté d'inviter tous ceux qui sont là avec nous à bien se poser la question de à quoi je veux que mes produits servent, à quoi je veux que mes talents servent, à quoi je veux contribuer. On est tous, je pense, conscients qu'il y a un vrai enjeu climatique et au-delà de climatique, il y a aussi du social et tout ça, c'est très lié, etc. Comment je peux utiliser ce que j'ai dans les mains? Et parfois, c'est des très petites choses, mais pleines de sens pour répondre à ça. Nous, on a des bouteilles de vin. Vous avez certainement autre chose. Et ben, mettons ça à profit du changement. Engageons nos équipes là-dedans. Et c'est vraiment un chemin qui est passionnant, qui est long. Et on y va tous ensemble. Et allons-y, fonçons. Très bien. Bon, c'est un enthousiasme communicatif. Donc, j'espère beaucoup de monde qui gravite autour de vous et de votre activité. Pour Stéphanie, donc un mot de la fin, en tout cas, pour ce webinaire. Déjà, moi, je suis contente d'avoir participé à ce webinaire et que j'espère que, voilà, enfin, je suis consciente qu'on a des fois, on est tous convaincus, je pense, du besoin de changer, du besoin de faire attention à notre façon de consommer. Après, il y a l'acte qu'on fait au quotidien, tous les jours, et j'invite tout le monde, en fait, à se poser des questions au quotidien pour savoir si on fait un maximum ou est-ce qu'on peut pas faire une petite chose de plus chaque jour dans ce sens de l'économie circulaire pour éviter la formation de déchets ou de gaspillage. Voilà, je vous dirais, je vous donne rendez-vous à Natexpo fin octobre, donc le 24 au 26 octobre, pour qu'on puisse échanger, parce qu'au contraire, il faut pouvoir échanger, voir si vous avez des questions sur les mises en place ou les produits, ou voilà, ce sera l'occasion d'échanger. Donc, j'invite tout le monde à participer et venir à ce salon. L'occasion de voir vos produits, parce que c'est aussi… oui, les tester, les voir, on fera en sorte de montrer même le concept de packaging, enfin de distribution vrac, et surtout j'espère que d'ici là on aura notre packaging réemployable, utilisable sous la douche. Donc au contraire, il faudra venir voir ce produit. Donc on a hâte de voir tout ça. Chez Biocop, le petit mot de la fin. Lancez-vous parce que l'économie circulaire, en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas un interrupteur, c'est une amélioration continue. Ça doit rentrer dans votre quotidien. Vous devez trouver des actions petites, vertueuses et qui se mettent en place rapidement. Et puis ça enchaînera naturellement. Vos équipes en interne, en externe comprendront que vous êtes motivés, que vous apportez des preuves et qu'il y en a des nouvelles qui vont s'ajouter. Et ça va créer cette dynamique positive sur ces questions-là. Évidemment, le changement, c'est un coût, beaucoup d'énergie, des erreurs, mais on avance et c'est ça qui est passionnant dans ces projets, quel que soit l'écosystème dans lequel on travaille. Très bien, donc emmener, consolider et créer une sorte de ciment autour de l'économie circulaire pour que les choses avancent plus vite. Hugues, chez Petrel. Ouais. Moi, de mon côté, je pense que les convictions, elles sont partagées par tous, et même, je pense, ceux qui nous écoutent. Et donc, je rejoins le point, il faut passer à l'action, il faut lancer des tests opérationnels, mais avec une volonté de changer d'échelle, de faire les choses à grande échelle et faire mener cette transformation pour que le réemploi se mette en place. Donc ça, c'est une chose. Excusez-moi. Et puis, par ailleurs, il y a un point important, c'est aussi le faire de forme d'écosystème. Avec le réseau consigne, ça fonctionne bien. Natexpo aussi peut être en bon relais. Et puis aussi que la communication, comme l'éco-circulaire, peut aussi faciliter et embarquer toute la communauté. Donc je pense que ça, c'est important. Voilà pour moi. On a notre rôle à jouer alors. Valérie? Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci Catherine pour cette animation. C'était extrêmement intéressant et réellement, je pense que les personnes qui ont assisté ont témoigné leur intérêt pour tout ça. Donc, comme vous l'avez tous dit, rendez-vous sur Natexpo puisque c'est là aussi que les échanges vont se faire entre les uns et les autres. On a souvent l'habitude de dire que Natexpo est un salon de filière, que bien évidemment les visiteurs
fonctionne avec les exposants. Les visiteurs travaillent entre eux, mais les exposants collaborent entre eux aussi, preuve en est. Donc du coup, on attend ces 3 jours avec une grande impatience. Comme vous pourrez tous le constater, donc vous le savez, mais peut-être d'autres ne sont pas tout à fait informés, c'est un salon sur lequel vous avez accès à des experts qui mettent en place des prospectives sur des forums d'innovation autour de ces sujets en l'occurrence, enfin, en tous les cas pour certains. Donc je vous invite à venir très nombreux. Le replay de ce webinaire sera disponible sur le site web de Natexpo, je pense aujourd'hui. Nous allons envoyer un message à chacun d'entre vous qui avez assisté à ce webinaire avec les adresses mail ou des liens pour pouvoir contacter les différents intervenants, puisqu'il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre et je pense que vous serez contents de rentrer en direct avec eux. Voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir intervenu, les personnes nombreuses d'avoir assisté à ce webinaire. On vous donne rendez-vous le 27 mai prochain pour le 3e webinaire de Natexpo qui sera autour des thématiques du click and collect. Voilà, écoutez, très très bonne journée à tous. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.